Je vais commencer par l'image de couverture. Il s'agit d'un tableau peint par une amie, Angela Crozea, et c'est sa version de Suzanne et les vieillards, donc d'après Gentileschi, d'appeler le récit biblique, qui parle des désirs interdits, des désirs inassouvis, parle de la passion et le refus de la passion, mais aussi le fait d'être mal accusé et la manière dont on se représente, et surtout la manière dont on représente les vérités, ou plutôt la vérité. Et donc, je vais lire un extrait de l'introduction qui parle justement de ces choses dans le contexte de la poésie et le contexte de l'inhumain. La poésie a toujours été, pour moi, la voie la plus stimulante et satisfaisante pour découvrir ce qu'on appelle la vérité. Ce que j'entends par là, c'est la manière dont la poésie dit, danse et dessine les êtres et les choses, parfois comme ils sont, souvent comme on pourrait les imaginer. La façon dont le rapport entre la poésie et la vie ressemble parfois à celui entre l'empreinte et l'image, ou à celui entre la marionnette et son ombre, comme si la poésie réécrivait, et donc corrigeait, l'allégorie de la caverne. Quant aux récits propres aux êtres humains, ils sont de divers ordres, philosophiques, scientifiques, religieux, mythiques, fictifs. Tous ont quelque chose à dire au sujet de leur vérité. Selon moi, la poésie s'intéresse elle aussi aux êtres humains, mais elle ne parle pas de vérité. Elle les montre ou les performe, et lors de ces performances, elle a souvent l'air d'éviter les vérités, vécues ou autres. Dans ce livre, je veux creuser cette performance négative et suivre le chemin de l'inhumain, en me laissant guider par cet acte infiniment humain qu'est la poésie. Et donc, cette performance négative du chemin de l'inhumain, pour moi, c'est un espace, plutôt un événement, et l'inhumain poétique serait donc quelque chose qui a lieu dans cet espace et dans ce temps particulier. Et c'est très important pour moi de souligner la différence entre la poétique inhumaine et l'inhumain poétique, car dans la première expression, le mot inhumaine fonctionne comme adjectif, donc il décrit la poétique, mais dans le titre de ce livre, donc l'inhumain poétique, le mot inhumain fonctionne comme substantif, mais ce serait peut-être un substantif sans substance, si je peux dire comme ça. Dans les 2 premiers chapitres du livre, je prépare la scène pour l'ontophonie de Luca et l'ontographie de Michaud. Et je monte cette scène avec trois écrivains, 3 penseurs, Walter Benjamin et ses écrits sur la traduction et le langage, Jean Laplanche et ses idées sur le devenir sujet de l'être humain, et finalement Georges Bataille pour ses écrits sur le sujet souverain et le concept de l'informe. Et donc pour Benjamin, la traduction est une rencontre déformatrice entre 2 langues. Déformatrice, c'est-à-dire que et la langue source et la langue cible se sont transformées dans cette rencontre. Et avec cette rencontre, quelque chose se révèle dans les 2 langues, ce que Benjamin appelle l'aspect poétique de la langue. Ce qui est aussi très intéressant chez Benjamin, c'est que toute expression est un langage. Ce qui veut dire que toute expression pourrait éventuellement être traduite. Ça veut dire que ça pourrait éventuellement subir la même rencontre déformatrice et révélatrice que la traduction. Et donc cet aspect du langage, pour moi, c'était très important pour développer l'inhumain poétique. Ensuite, je me suis tourné vers Jean Laplanche et ses idées sur le devenir sujet, parce que Laplanche reprend un peu la logique benjaminienne sur la traduction et l'adapte à la subjectivité humaine, à comment on construit notre subjectivité. Et donc Laplanche développe un cycle, un processus qui dit que c'est traduction, détraduction, retraduction. Et ce cycle du devenir sujet
suit la même logique que la traduction chez Benjamin, c'est-à-dire c'est un processus sans cesse qui construit et qui déconstruit, mais aussi qui révèle certaines choses qui ne pourraient pas révélées autrement. Enfin, dans ce début du livre, je lis quelques textes de Georges Bataille sur le sujet souverain et sur l'informe, parce que le sujet souverain pour Bataille, c'est un sujet qui existe hors de la logique, mais surtout hors de la logique de la dialectique. Et il y a un langage qui correspond à ce sujet, c'est un langage inhumain. Et donc, l'espace qu'occupe le sujet souverain, c'est un espace complètement interrompu. Donc, c'est-à-dire que et le raisonnement, et la logique, et le langage sont tous interrompus. Et donc, ça mène à une sorte d'état informe. Et l'informe pour Bataille est surtout déstabilisant. Donc, c'est intéressant aussi pour Bataille, il dit que l'informe est beaucoup plus qu'un adjectif, mais c'est quelque chose qui agit, donc qui déstabilise. Et c'est une déstabilisation qui existe sans nihilisme. Donc, ce n'est pas nihiliste chez Bataille, ni chez l'inhumain non plus. Et donc, ces trois aspects, donc le langage et la traduction chez Benjamin, le devenir sujet chez Laplanche, et le sujet informe et souverain chez Bataille, je les explore par la suite chez les deux poètes à l'étude, Lucas et Michaud. Les chapitres 3, 4 et 5 sont consacrés à l'œuvre de Lucas. Et d'abord, je fais un peu le parcours de sa jeunesse à Bucarest et j'explore les différents groupes et les différentes revues avant-gardistes auxquelles il participait. Et je montre aussi que malgré son intérêt pour le surréalisme, donc, il est allé à Paris en 1938 pour rendre visite à André Breton, et il était très déçu de son séjour. Donc malgré cet intérêt-là pour le surréalisme, je crois que Lucas ressemble beaucoup plus à Tara et à l'esthétique Dada. Et donc ensuite, j'explore ce que Lucas appelle l'être non oedipien. Et donc il développe cet être non oedipien en contraste avec ce qu'il appelle l'homme donné. Et donc l'homme donné, ce serait l'homme de l'humanisme avec un H majuscule, avec un langage articulé, etc. Et l'être non oedipien pour Lucas est d'abord sidéral, presque cosmologique on dirait, et aussi l'être non oedipien veut réinventer l'amour. Donc je vais lire un petit extrait qui donne un petit goût de ce que Lucas entend par là. Donc, contrairement à l'homme donné d'Oedipe, qui construit son éros sur la répression, ce qui génère des névroses à grande échelle, mutilation mentale, inachèvement affectif, augmentation des perversions que définissent la négligence de l'autre, sa négation ou sa destruction. L'être de la tribu mondiale participe à une libération érotique qui transforme la nécessité sexuelle en construction de raffinement culturel. Ainsi, la libido n'est plus refoulée. Elle engendre une nouvelle culture inhumaine dans une forêt où la synesthésie baudelairienne est transformée en orgie de corps chimérique et interchangeable. Et donc, cet être non oedipien a besoin, lui aussi, d'un langage, et c'est là par la suite que Lucas, et je montre que Lucas développe l'ontophonie. Et donc, l'ontophonie, ce serait le langage de l'être non oedipien, mais aussi le langage de l'être inhumain. Et donc, l'ontophonie, pour Lucas, c'est une décomposition phonétique des mots, donc vers le son, les sons. Et Lucas dit qu'il faut déballer les mots afin de libérer la sonorité captive dans le langage. Et donc, c'est aussi une façon de libérer le désir dont il parlait aussi. Et pour moi, je dis que l'ontophonie, je l'appelle le cri poétique de l'inhumain. Donc, dans les 3 derniers chapitres, j'examine l'œuvre de Michaud. Je commence par un parcours de la jeunesse de Michaud aussi, et ses va-et-vient entre Paris et Bruxelles, mais aussi ses autres voyages, à la fois physiques, mais aussi psychiques. Et un peu comme j'ai fait avec Lucas et Tara,
je montre que malgré l'importance du surréalisme pour l'œuvre de Michaud, et ses écrits et sa personne s'inspirent plutôt de Lautréamont. Et ça en ce qui concerne le langage, mais aussi en ce qui concerne ce qu'on pourrait appeler la posture de l'écrivain. Et donc par la suite, j'aborde la question des multiples soi de Michaud, la multiplicité de ces inhumains. Et j'aborde ces questions à travers l'humour presque dérisoire dans son œuvre, et aussi les différentes transgressions du soi qui existent. Et ce sont des processus par lesquels Michaud réduit le langage. Et réduit le langage à un tel point où il l'abandonne en préférence pour la ligne, la trace, etc., donc la marque sur la page. Et donc c'est à travers cet aspect plus visuel de sa poétique que je développe l'ontographie de Michaud, ce que j'appelle en fait la marque de l'inhumain poétique. Il s'agit ici d'une décomposition visuelle des mots et du langage alphabétisé pour en arriver à la trace, la ligne, la marque sur la page. Et il s'agit donc d'un équivalent visuel qui correspond à l'ontophonie sonore de Luca. Et donc je vais lire un dernier extrait qui donne un petit goût des enjeux de l'ontographie de Michaud. Comme Luca, avec ses remaniements sonores et les détraductions-retraductions du soi corrélatives, Michaud s'emploie à imaginer une autre façon d'être dans le monde. Si son projet donne parfois l'impression de mépriser l'être humain jusqu'à le détruire, c'est pourtant pour ressentir le vivant de son être dans toutes ses manifestations que Michaud le transpose en tant que tâche sur la page. Le poète montre son humanité par des façons à lui qui sont souvent de l'inhumanité. Le trait de l'inhumain poétique est ainsi le biais par lequel Michaud expose l'indicibilité radicale de l'humain. Et voilà, bonne lecture.